Alors bonjour à tous, dans ce vidéo cours, nous allons jeter un coup d'œil à la physiopathologie du système cardiovasculaire et nous allons insister en fait plus spécifiquement sur les pathologies cardiaques traumatiques. Donc notre cours d'aujourd'hui se divise en quatre pathologies bien spécifiques, dont la contusion myocardique, la commotion cardiaque, la rupture de l'aorte et finalement la tamponnade cardiaque. Donc, nous commençons avec la contusion myocardique. Alors, par définition, en fait, une contusion myocardique est une lésion traumatique que nous avons au niveau du cœur. Donc, à partir du moment où le cœur reçoit un coup physique, un vrai impact physique, il sera question de contusion myocardique. Et bien, évidemment, une fois que le cœur est touché physiquement, l'ensemble en fait de ces structures peuvent en souffrir. Donc, on peut avoir autant une atteinte au niveau vasculaire, au niveau des artères coronaires, que dans certaines situations, on pourrait engendrer une thrombose, même une artère coronaire et éventuellement un infarctus associé à ça. Évidemment, le muscle cardiaque lui-même, le myocarde, s'il est blessé mécaniquement, et bien évidemment, on peut voir une importante perte de sa fonction. Et à ce moment-là, il sera question d'insuffisance cardiaque. Et bien évidemment, les valves, les importantes valves au niveau du cœur, pourraient être affectées justement dans le contexte de la contusion. Nous allons reparler un petit peu plus loin de la physiopathologie associée à ça. Alors, quel genre de traumatisme pourrait engendrer une contusion myocardique? Eh bien, c'est principalement des accidents à haute vélocité qui vont permettre de générer, on pourrait dire, ce trauma. Autant un trauma direct qu'un trauma indirect. Donc, lorsqu'on parle d'un trauma direct, ce qu'on veut dire surtout, c'est en fait un impact où là, le cœur pourrait être carrément écrasé entre les vertèbres thoraciques et le sternum, où là, réellement, il y a un impact. Là, par exemple, il y a une surface qui va frapper, qui va écraser le sternum du patient et que là, carrément, le cœur est, comme je viens de mentionner, coincé entre ces deux structures osseuses. Et lorsqu'on va parler d'un trauma indirect, ce serait plus une situation comme, par exemple, si un individu est assis dans une automobile, il pourrait être passager arrière et puis que là, il se produit un accident, donc puis à ce moment-là, il y a une très forte décélération lors de l'accident, eh bien, le cœur du patient pourrait carrément frapper le sternum et à ce moment-là, il y a une contusion physique réelle qui est appliquée au niveau du cœur, mais c'est pas une contusion associée d'un objet qui a frappé le corps, mais c'est plutôt évidemment le cœur lui-même qui se trouve avoir frappé la structure osseuse. On peut faire un petit parallèle ici avec les traumatismes crâniens, ça ressemble un peu à ce qui va se produire là. Si une personne, par exemple, avait encore une fois une très grande décélération avec son cerveau frappé dans sa boîte crânienne, bien, on peut faire un lien un petit peu à ce niveau-là. Évidemment, quand on parle comme ça, justement, d'un passager arrière, là, on pourrait se questionner, bon, ben, est-ce que justement le fait de porter une ceinture de sécurité va protéger contre les contusions myocardiques? Bien, si on considère justement ce trauma indirect-là, bien, en fait, non. Porter une ceinture de sécurité ne va pas empêcher le corps de faire une décélération importante et ne va pas empêcher le cœur de frapper le sternum. Donc, en ce sens, la ceinture de sécurité ne protège pas contre la contusion myocardique. Bon, de là à dire à ne pas utiliser la ceinture de sécurité, évidemment, ça serait une idée complètement loufoque. La ceinture de sécurité a quand même démontré ses bénéfices pour éviter les traumatismes crâniens graves, pour éviter les lésions à la moelle épinière, pour éviter les fractures multiples. Donc, clairement, il y a des très, très, très grands avantages démontrés à porter une ceinture de sécurité, mais pour spécifiquement la prévention de la contusion myocardique, ça ne semble pas être présent là, comme effet. Quel autre traumatisme qui pourrait engendrer une contusion myocardique? Bien, évidemment, comme on pourrait s'y attendre, une fracture au niveau sternal. Donc, si un patient présente une fracture au niveau du sternum, on peut suspecter qu'il y a quand même eu un impact assez important en plein milieu du thorax qui a été appliqué. Donc, on peut facilement comprendre que le myocarde est à risque. Et comme j'ai mentionné quelquefois, n'importe quel accident qui a engendré une décélération importante. Donc, évidemment, c'est le principal, on pourrait dire, mécanisme associé à ça, surtout dans le contexte du trauma indirect. Alors, sur cette figure, on voit bien justement la position du cœur et on peut bien comprendre ce qu'on mentionnait par rapport à, surtout peut-être le trauma direct. Donc, quand on parle d'un trauma direct, on va parler d'une charge importante, d'une force qui serait appliquée en antérieur comme ça sur le sternum. Et bien évidemment, le cœur va se retrouver coincé finalement entre nos vertèbres thoraciques ici et notre sternum. Et à ce moment-là, c'est là qu'on va parler du trauma direct. Concernant justement le port de la ceinture de sécurité, alors sur cette image, c'est quand même intéressant de faire un petit retour sur qu'est-ce qu'il y en est pour ce qui est du port inadéquat. Donc, évidemment, en temps normal, une ceinture de sécurité, bien évidemment, il y a une sangle abdominale, mais il y a une sangle thoracique également. Alors, dans une situation où la sangle thoracique ne serait pas portée adéquatement ou que carrément l'individu ne porterait pas la sangle thoracique, il y aurait uniquement la sangle abdominale, bien évidemment, il peut y avoir des importants risques ici. C'est un peu ce qu'on devrait décrire ici. Donc, lorsqu'on n'a pas finalement le port de la sangle thoracique, on risque de se ramasser avec une importante compression des viscères au niveau abdominal.
et des lésions importantes là, qui pourraient apporter, bon, évidemment, des hémorragies, puis peut-être éventuellement même le déversement là, des matières fécales dans le péritoine, puis engendrer une péritonite là, à ce moment-là. Donc, il y a clairement un risque associé au port inadéquat finalement, de la ceinture de sécurité. Si on regarde un petit peu là, les statistiques ou les chiffres par rapport à ça, bien, en fait, c'est important de mentionner que c'est quand même difficile d'obtenir des statistiques assez précises concernant la contusion myocardique, en fait, pour deux raisons. Hein, la première raison, c'est qu'il y a quand même un certain pourcentage des contusions myocardiques qui sont des contusions myocardiques mineures. Et souvent, ces contusions myocardiques mineures, en fait, sont très peu symptomatiques ou ne le sont pas du tout. Donc, il y a probablement un certain pourcentage de patients qui se présentent au CH avec un certain degré de contusion myocardique, mais puisqu'il n'est pas symptomatique, on ne le détecte pas. Alors, évidemment, il n'est pas comptabilisé au niveau des chiffres. Alors ça, ce serait la première raison. Puis la deuxième raison, c'est que dans certaines situations où on aurait un traumatisme très important et que le patient va décéder, on ne va pas nécessairement faire une autopsie pour voir si le patient avait une contusion myocardique, surtout si le décès est facilement attribuable à une autre condition. On n'a qu'à prendre l'exemple d'un patient qui aurait un traumatisme crânien sévère là, avec une importante hémorragie, une importante déformation, et puis que clairement le patient est décédé lors de l'accident. Bon, probablement qu'il y avait peut-être une contusion myocardique associée à ça, mais il n'y a aucune pertinence évidemment à faire une autopsie dans une situation-là pour essayer de trouver la cause de décès. On a déjà la cause de décès. Alors à ce moment-là, si cette contusion myocardique-là passe en dessous des chiffres, on pourrait dire on ne l'a pas détecté. Ça reste que quand même certaines études là, qui ont été faites pour essayer de donner un certain pourcentage, on pourrait dire, associé à ça. Donc, il y a une étude justement qui avait été faite où là, on regardait là, des patients qui étaient décédés lors d'accidents d'auto et dont le décès était attribuable à d'autres choses finalement qu'un problème au niveau cardiaque. Par exemple, une lésion médulaire haute là, qui amène une perte là, au niveau respiratoire dans la région là, C3 à C5. Ou comme je viens de mentionner, là, un traumatisme crânien grave, eh bien, dans ce groupe de patients-là, on avait quand même 14% des patients qui présentaient une contusion myocardique. Donc, c'est donc dire que ces patients-là, ces chiffres-là, on pourrait dire, ils sont comme cachés, comme nous l'avons mentionné, là, ce 14% de patients-là avaient réellement une contusion myocardique, alors qu'en temps normal, on ne l'aurait pas détecté, puisque le patient était décédé pour une autre raison. Alors, si on regarde un petit peu là, la physiopathologie associée là, à ce trouble-là, donc c'est quand même assez simple comme physiopathologie, en ce sens qu'on a un traumatisme directement au niveau du cœur. On va blesser les structures cardiaques, comme on avait dit tout à l'heure. C'est quand même important, par contre, de mentionner que la blessure va plus souvent se retrouver au niveau du cœur droit. On va voir un petit peu tantôt là, pourquoi, là, étant donné un petit peu l'angulation du cœur là, dans le corps. Et comme j'avais mentionné un petit peu en introduction, la lésion peut se faire à différents endroits. Donc, on peut avoir une lésion au niveau du myocarde, ce qui pourrait être suffisant pour engendrer un certain degré d'insuffisance cardiaque. Et puis à ce moment-là, va être surtout une insuffisance cardiaque droite. Évidemment, si on traumatise le myocarde avec tout le faisceau électrique qui circule à l'intérieur, on pourrait se ramasser avec un certain degré d'arythmie cardiaque. Si on blesse les vaisseaux, on peut se ramasser avec des hémorragies au niveau de ces vaisseaux-là ou justement, comme je mentionnais, des embolies. Donc, lorsqu'on traumatise mécaniquement, par exemple, une artère coronaire, il y a des risques, un caillot sanguin qui se forme à l'intérieur. Et puis, évidemment, si on se fait un caillot à l'intérieur d'une artère coronaire, on se ramasse avec un infarctus. Et on peut également présenter des lésions au niveau des valves, là, soit parce que le coup carrément a blessé la valve, ou dans certaines situations, ce qu'on peut voir, c'est que si par exemple le coup se fait davantage au niveau du ventricule, ça peut engendrer une augmentation de pression assez importante au niveau du ventricule, au point où la pression va amener à, par exemple, les valves auriculo-ventriculaires à ouvrir dans l'autre direction, puis on pourrait même à ce moment-là voir un arrachage là, au niveau là, des cordons tendineux. Là. Donc c'est quand même là... un arrachement, là, au niveau des cordages tendineux. Là. Donc, cette lésion-là peut se faire justement par augmentation là, de pression au niveau du ventricule. Alors, la figure que je vous parlais, là, donc, qui nous représente un petit peu là, une coupe là, au niveau thoracique, là, donc une coupe en transversale. Alors, c'est important ici de mentionner que c'est davantage une vue inférieure ici, là, non pas une vue supérieure et une vue inférieure. Donc, c'est bien le ventricule droit là, qui est situé à cet endroit-là. Puis, comme on peut voir, si on trace une ligne là, à peu près au milieu entre les deux ventricules, donc le ventricule droit et le ventricule gauche, ce qu'on peut constater, c'est que c'est, comme je mentionnais tout à l'heure, c'est surtout le ventricule droit qui est en antérieur. Donc, quand on se ramasse avec un impact qui provient de l'antérieur comme ça au niveau du sternum, c'est davantage à notre ventricule droit qui va en souffrir. Alors, si on souffre d'insuffisance cardiaque, on risque d'avoir davantage de l'insuffisance cardiaque droite. Donc, ce seraient des signes à rechercher là, à ce niveau-là, des signes d'insuffisance cardiaque droite et non gauche.
Concernant justement les manifestations cliniques, donc une des principales manifestations cliniques serait d'avoir une douleur rétrosternale qui est quand même assez logique, si on peut dire, étant donné la localisation du traumatisme. Par contre, il est intéressant de mentionner qu'habituellement, il n'y aura pas d'irradiation au niveau des membres supérieurs. Alors là, on pourrait se questionner pourquoi c'est pertinent de questionner l'accidenté sur une douleur au niveau de son bras. Donc, le patient a subi un accident d'auto, présente une douleur rétrosternale, et bon, on pense que c'est relié au traumatisme, mais il faut quand même questionner sur l'irradiation de la douleur. Alors, pourquoi c'est pertinent? Bien, parce qu'en fait, il se pourrait que le patient qui a fait un accident d'auto, il se pourrait que la raison pour laquelle il a fait un accident d'auto, c'est parce qu'il y a eu un malaise. Et ce malaise-là pourrait être associé en fait à un infarctus du myocarde. Alors, si c'est ça la situation, il y a des chances que sa douleur rétrosternale va être accompagnée par une irradiation au niveau des membres supérieurs. Donc, cette question-là est importante, en fait, pour déterminer un peu la cause de l'accident. Donc, est-ce que le patient a fait un accident et après ça, il y a eu sa douleur rétrosternale associée à sa contusion myocardique, ou c'est plutôt que le patient a fait un infarctus au volant, ce qui a apporté une certaine douleur rétrosternale, ce qui a apporté un certain malaise et qui a engendré l'accident à ce moment-là. Alors, autres signes et symptômes à rechercher, là, bon, des anomalies au niveau des signes vitaux, là, fréquence respiratoire, fréquence cardiaque, tension artérielle. Bon, une douleur à la palpation du sternum ou de la cage thoracique, c'est un signe assez évident étant donné qu'on vient d'avoir un traumatisme à cet endroit-là. Des anomalies au niveau valvulaire là, qui pourraient être détectées là, soit par l'imagerie ou soit par l'auscultation. Évidemment, des arythmies cardiaques qu'on pourrait détecter lors de l'examen par électrocardiographie et des crépitations pulmonaires lors de l'auscultation. Alors, quelles seraient les complications associées au contusion myocardique? Eh bien, deux grandes catégories, les troubles circulatoires et les troubles, on pourrait dire, électriques. Donc, au niveau des troubles circulatoires, on l'a mentionné, si on blesse de façon significative notre myocarde, on peut se ramasser avec de l'insuffisance cardiaque. À ce moment-là, qui va davantage se retrouver au niveau du ventricule droit de par la position anatomique que nous venons de voir. Mais il faut garder en tête que, étant donné que le cœur droit et le cœur gauche sont reliés, on pourrait dire systémiquement là, et via la circulation pulmonaire, bien, si on a un certain degré d'insuffisance cardiaque droite qui est présent sur un patient, éventuellement, ceci peut engendrer de l'insuffisance cardiaque gauche également. Des baisses qui peuvent quand même aller jusqu'à 40%, donc qui peuvent être assez significatives là, chez certaines personnes. L'autre complication qui est probablement la plus fréquente serait là, les arythmies cardiaques. Donc ici, on a un aperçu en fait des principales disons, des principales arythmies qu'on pourrait voir dans cette situation-là. Et c'est intéressant quand même de mentionner que les arythmies peuvent avoir un peu trois causes. Soit, comme on l'a dit, une lésion directement au niveau du tissu nerveux. Alors, si notre nœud sinusal ou notre réseau auriculo-ventriculaire se trouve à être blessé, bien évidemment, il se peut qu'il fonctionne de façon inadéquate et que cela engendre des arythmies. Mais ça peut être également d'autres états un peu plus... Dans le fond, l'arythmie pourrait être davantage un effet secondaire de d'autres états qui sont installés dans le patient. Donc, suite au traumatisme, suite à des pertes sanguines importantes, suite à divers troubles qui est arrivé sur le corps lors du traumatisme, le patient pourrait présenter un certain degré de déséquilibre acido-basique ou de déséquilibre électrolytique. Et ça pourrait être la source, justement, à ce moment-là, de l'arythmie cardiaque. Et encore une fois, si le fait que le myocarde a été stressé de façon importante au niveau mécanique, si ça engendre une certaine hypoxie au niveau tissulaire, et bien évidemment, si le tissu contient du tissu électrique, bien, du tissu électrique qui se trouve être en hypoxie, c'est du tissu électrique qui ne fonctionne pas bien. Et puis à ce moment-là, on se ramasse justement encore une fois avec une arythmie cardiaque. Alors, pour ce qui est du diagnostic et du traitement, donc lorsqu'on vient le temps de diagnostiquer la contusion myocardique, là, on peut regarder au niveau là, de l'électricité, donc on va regarder au niveau de l'ECG. Souvent, ce qu'on dit, c'est que l'ECG normal n'est pas une finalité. Ce qu'on veut dire par là, c'est que si l'ECG est normal lors de l'admission à l'urgence, c'est probablement parce qu'il n'y a soit pas de contusion myocardique ou une légère contusion myocardique, et habituellement, le pronostic est quand même assez bon si justement là, cette ECG-là est normale. À l'inverse, il faut faire attention quand on voit justement, quand à l'histoire, on a eu une contusion myocardique et que lorsqu'on examine le patient, on a un ECG qui est anormal, le pronostic est peut-être un petit peu moins bon. Là, on voit que le risque de complication est augmenté à ce moment-là. Autre façon d'investiguer notre contusion myocardique, ce serait une analyse au niveau des enzymes. On peut là, s'attarder un petit peu plus spécifiquement à la troponine, qui est une enzyme qui est présente dans le myocarde. Alors, on avait déjà mentionné par le passé que cette enzyme-là doit être présente dans les cellules cardiaques et non pas dans la circulation sanguine. Et à partir du moment où on la détecte dans la circulation sanguine, bien, ça nous amène à penser que là, les cellules du myocarde ont été blessées. Donc, évidemment, dans un contexte de contusion myocardique, on devrait avoir justement une libération brutale de ces troponines.
Contrairement peut-être à ce qu'on peut observer dans le contexte d'un patient qui aurait un infarctus du myocarde. Hein. Alors, comment on peut expliquer la distinction? Bien, on en avait déjà un petit peu parlé au niveau de l'infarctus, c'est que lorsqu'on fait un infarctus du myocarde, évidemment, ça prend un certain temps avant que nos cellules de myocarde meurent, dans le fond, nécrose, se dégradent et que justement les troponines commencent à apparaître dans la circulation sanguine. Alors que, évidemment, si on a un cœur qui est en santé et que brutalement il reçoit une contusion et que ça le blesse, bien là, à ce moment-là, immédiatement les troponines sont apparentes dans le sang. Donc, c'est ce qui permet de distinguer justement là, si ce qu'on parlait tout à l'heure, si par exemple le patient a une douleur rétrosternale, bien, est-ce qu'il y a eu sa douleur avant ou après l'accident? Donc, est-ce que c'est une source finalement d'accident ou c'est plutôt une conséquence là, de l'accident? Bien, ce test-là au niveau enzymatique pourrait nous permettre justement aussi de répondre à cette question-là. Pour ce qui est de l'échographie, on peut la faire là, à ce moment-là, peut-être plus pour investiguer, là, surtout la condition au niveau des valves. Là. Comme on disait tout à l'heure, les valves peuvent être blessées par un trauma direct ou à la limite une augmentation là, de pression qui serait secondaire à l'écrasement finalement là, du myocarde. Pour ce qui est des traitements, évidemment, on essaie de corriger les troubles qu'on va observer. Là. On a mentionné qu'au niveau des complications, on va souvent retrouver des arythmies cardiaques. Donc, on va y aller avec une prise en charge là, soit électrique, soit pharmacologique pour régler le trouble qui va être apparent lors là, de l'admission. Évidemment, comme dans tout traumatisme, on veut s'assurer qu'on a un bon équilibre au niveau électrolytique ou acido-basique. Donc, on va essayer de corriger des débalancements s'ils sont présents et on va s'assurer d'avoir une bonne oxygénation et un remplissage vasculaire pour s'assurer que tous les tissus là, sont bien perfusés. Deuxième condition maintenant, traumatique, la commotion cardiaque. Donc, la commotion cardiaque, en fait, fait référence à un choc bénin qui arrive sur la face antérieure du thorax et qui, ultimement, cause un arrêt cardiaque. Donc, un patient qui reçoit qui a le diagnostic, on pourrait dire, de commotion cardiaque. Bref, c'est un patient qui tombe en arrêt cardiaque suite à un impact au niveau de son thorax. Mais à ce moment-là, un impact, comme on vient de mentionner, qui est bénin. C'est très important, là, on pourrait dire, au niveau là, de la définition. Condition qui est quand même très rare. Là, on pense qu'il y a environ une vingtaine de décès par année aux États-Unis associés à ce type de traumatisme. Là. Qui sont les individus qui sont plus à risque? Bien, évidemment, il n'y a pas beaucoup de cas, donc on faut quand même là, on ne peut pas donner des super bonnes statistiques à ce niveau-là, mais habituellement, c'est plus les jeunes patients qui sont plus à risque. Là, typiquement, ce sont des jeunes hommes, des jeunes hommes blancs en bas de 18 ans, donc des jeunes enfants ou des jeunes adolescents. Et pour avoir la commotion cardiaque, bien justement, il faut avoir un impact au niveau du thorax. Donc, l'impact peut provenir d'une balle de baseball, d'une rondelle de hockey ou à la limite de coups d'un adversaire, d'une personne qui frapperait directement le thorax au mauvais endroit, au mauvais moment. Et à ce moment-là, on pourrait se ramasser justement avec la commotion cardiaque. Là. Donc, je pense qu'il y a le problème dans cette situation-là, bien, c'est vraiment un problème, on pourrait dire, là, de mauvais, souvent on donne l'exemple de l'expression de quelqu'un qui est badlocké, là, donc c'est vraiment une personne qui va recevoir un choc mécanique qui n'est pas si important que ça, qu'on disait, mais qui est quand même significatif, et pas assez pour blesser l'ensemble des tissus, mais un choc quand même mécanique à un moment crucial du cycle électrique cardiaque, donc on dit là à environ 15 à 30 millisecondes avant l'onde T, spécifiquement en plein milieu du cœur. Donc, dans la région entre la deuxième et la cinquième côte. Là, donc, si on reçoit un impact au mauvais endroit, justement en deuxième, cinquième côte, au mauvais moment, qui serait là, justement entre 15 et 30 millisecondes avant l'onde T, on serait plus à risque à ce moment-là de tomber en arrêt cardiaque. Et même, on pourrait, là, de façon additionnelle, avoir un certain vasospasme au niveau des artères coronaires, là, qui serait évidemment très pathologique, là, comme condition qui s'accumulerait là, à cet état-là. C'est intéressant de mentionner que dans la plupart des cas justement de commotion cardiaque, il y a absence de lésion costale ou de lésion sternale, donc pas de fracture au niveau des côtes, pas de fracture au niveau du sternum. Qu'est-ce que ça nous indique, ça? Bien, ça nous indique un peu ce qu'on disait au niveau de la définition, hein, c'est que c'est un choc bénin, dans le fond, ça nous indique que le traumatisme n'était pas si important que ça, et que ce n'est pas une contusion myocardique. Là, donc, si on a un patient qui a des importants problèmes au niveau cardiaque et qui a des fractures importantes au niveau sternal, bien, à ce moment-là, il faudrait favoriser davantage le diagnostic de contusion myocardique plutôt que celui là, de commotion cardiaque. Et même si on a un problème au niveau d'un arrêt cardiaque chez une jeune personne, habituellement, il n'y a pas nécessairement d'antécédent cardiaque. Donc, c'est pas parce qu'une personne a fait une commotion cardiaque qu'il y avait une maladie cardiaque sous-jacente. Là. Donc, il n'y a pas d'antécédent cardiaque. Par contre, eh bien, évidemment, si le jeune patient est connu pour avoir des troubles congénitaux au niveau cardiaque, eh bien, comme on pourrait le suspecter, le pronostic est un peu moins bon là, dans cette situation-là. Donc, on parlait tout à l'heure hein, de la période clé pour
qui est à risque finalement, donc ça représente à peu près cette période-là, donc 15 à 30 millisecondes juste avant l'onde-T, qui représente à peu près 33% en fait, de la durée d'un cycle, de cycle de contraction cardiaque. Donc, comme je mentionnais, il faut vraiment être malchanceux d'avoir un impact au mauvais endroit, vraiment au mauvais moment. Puis c'est ici finalement le mauvais moment. Alors, les manifestations cliniques là, de la commotion cardiaque, eh bien, on l'a dit, c'est un patient finalement qui est en arrêt cardio-respiratoire. Donc, on se ramasse avec un jeune patient qui a un trauma thoracique bénin à l'histoire. Par exemple, un joueur de baseball là, qui est au premier but, qui reçoit une balle directement au niveau du thorax là, qui a été frappé. Et habituellement, on va séparer un peu là, la présentation clinique en deux types. Soit que le jeune patient s'effondre tout de suite après avoir reçu le traumatisme, ou il y a un bref moment de conscience. Souvent, le bref moment de conscience, il peut être décrit là, du type là, que la jeune personne reçoit par exemple la balle au niveau du thorax, se penche pour ramasser la balle, lance la balle, et puis pouf, à partir de ce moment-là, tombe en arrêt cardiaque ou en fibrillation ventriculaire. Donc, c'est un peu à ça que ça fait référence, ce bref moment-là là, de conscience. Et ultimement, comme nous l'avons dit, qui est un peu la définition de cette condition-là, comme manifestation clinique, nous avons un patient en arrêt cardiaque ou en fibrillation ventriculaire, avec évidemment la présentation clinique associée à ça. Alors, comment on prend en charge ce patient-là? Bien évidemment, on le prend en charge avec le protocole d'arrêt cardio-respiratoire traumatique, plus spécifiquement pour évidemment la condition pédiatrique. Concernant le pronostic, quand même pronostic plus ou moins bon, c'est évident que comme tout cas d'arrêt cardio-respiratoire, il faut intervenir rapidement. Hein, donc on dit qu'on a à peu près 3% de survie uniquement si les manœuvres en fait, sont débutées plus de 3 minutes post-impact. Donc évidemment, on voit ici hein, l'importance de commencer rapidement. Quand même 15% qui seraient réanimés et on essaie évidemment de faire de la prévention, bon peut-être pas de la survenue de ces cas-là, mais au moins de la prévention de ne pas commencer trop tard les manœuvres en ayant entre autres là, une bonne éducation, on pourrait dire, là, de la population en général, mais l'installation de défibrillateurs externes automatisés dans les installations sportives. Donc on voit ça de plus en plus évidemment là, dans la plupart des installations d'une grosseur, disons, là, raisonnable. Notre troisième condition maintenant, là, la dissection aortique. Là, donc, quand on parle de dissection aortique, ça fait référence à une rupture partielle ou à une rupture complète au niveau de l'aorte. Encore une fois, là, un peu comme c'était la situation, comme la contusion myocardique, là, souvent associée à des importants combinaison accélération-décélération, donc souvent des accidents d'auto quand même à une vitesse significative, ou par exemple un patient là, qui chuterait à plat d'une hauteur quand même assez importante, là, donc qui tombe le corps à plat. Bien évidemment, si on tombe le corps à plat, on se ramasse avec un stress antéro-postérieur quand même assez majeur au niveau de notre cœur, puis ça peut bien sûr blesser notre aorte à ce moment-là. Donc on peut avoir deux catégories, on pourrait dire, de blessures, donc une rupture peut-être juste incomplète au niveau de l'aorte, où là, il y aurait certaines couches qui sont intactes, avec quand même une certaine survie qui est possible. Et à ce moment-là, une rupture complète, où là, le pronostic est très sombre. On peut facilement s'imaginer hein, que si on a une rupture complète là, à une région de notre aorte, bien évidemment, on va perdre une très grande quantité de sang très rapidement, et la survie est assez, là, disons que le pronostic est quand même très mauvais là, à partir de ce moment-là. Alors, pourquoi un individu pourrait présenter une dissection d'aorte dans un contexte peut-être de lésion à haute vitesse? Eh bien, c'est un peu en raison de l'anatomie hein, de cette structure-là. C'est qu'il faut savoir que quand on regarde dans notre cœur et notre aorte ascendante et notre aorte descendante comme ça, eh bien, il y a une bonne partie finalement de l'aorte descendante ici qui se trouve être attachée là, sur les tissus environnants. Donc, il est quand même assez fixe, cette partie-là. Mais par contre, ici, la crosse de l'aorte est une partie qui est plus mobile. Hein, bon, oui, le cœur est attaché hein, dans les... on pourrait être attaché au niveau de la cage thoracique là, via le péricarde, là, et pas complètement libre, mais ça reste quand même un certain mouvement qui peut se faire au niveau du cœur, donc un certain mouvement qui peut se faire ici et qui ne peut pas se faire à cet endroit-là. Donc, si on a un stress trop important, on pourrait se ramasser avec une blessure au niveau d'une des deux zones à risque. Puis, une de ces deux zones à risque-là, c'est justement au niveau de la jonction entre la crosse de l'aorte et l'aorte descendante. Donc, à peu près là, ici. Là. Donc, il s'agit d'une des deux zones à risque, jonction crosse de l'aorte et aorte descendante. Et la deuxième zone à risque serait celle qu'on a vue là, sur la diapositive précédente, qui serait à l'aorte au niveau abdominal, un peu comme on mentionnait tout à l'heure, surtout si on est dans un contexte d'accident d'auto, avec une ceinture qui serait mal portée ou la présence unique d'une sangle abdominale qui pourrait justement blesser les viscères. Donc, on le voit un petit peu mieux ici sur cette figure-là, un petit peu plus grosse. Là. Donc, partie un peu plus mobile de notre aorte ici. Bon, c'est pas très apparent sur cette figure-là, mais en temps normal, on a quand même du tissu conjonctif là, qui garde notre aorte bien, notre aorte descendante, là, bien ancrée, si on peut dire, là, sur
dans la cage thoracique et dans la cage abdominale, là. Donc, c'est vraiment au niveau de cette jonction-là qu'on risque d'avoir des blessures qui seraient plus apparentes. On voit bien, hein, sur cette image-là qu'on peut voir. Là, donc, si on a une importante décélération en antéro-postérieur, on va avoir un stress vers l'avant comme ça au niveau du cœur. Et on peut se ramasser avec une blessure qui va se faire là, à la jonction, un peu comme on vient de le mentionner là, à cet endroit-là. Puis ici, on voit bien, là, en fait, on voit mieux là, le concept là, de l'aorte qui sera un petit peu plus fixe, là, avec les tissus, hein, de l'espèce de petites fibres de collagène et autres tissus qui permettent de stabiliser, on pourrait dire, l'aorte à cet endroit-là. Donc, clairement, on a une zone de faiblesse à cet endroit-là parce que c'est la zone de jonction entre la partie fixe et la partie mobile. Alors, au niveau des manifestations cliniques d'un patient qui présenterait là, une dissection de l'aorte, quand même intéressant, on pourrait constater une asymétrie au niveau des poux. Et bien là, l'asymétrie, en fait, va être... on pourrait voir autant d'asymétrie, en fait, en termes de latéralisation qu'en termes de membre supérieur, membre inférieur. Donc, on pourrait avoir un patient qui a des poux qui ne sont pas nécessairement égaux, soit au niveau radial droite versus radial gauche, ou qui ne seraient pas égaux par rapport à si on compare radial versus fémoral. On va voir là, tantôt sur la figure qu'est-ce qui pourrait expliquer un petit peu ça. Évidemment, hein, on a un patient qui perd du sang de façon assez importante, donc on va avoir des signes d'hémorragie, donc une fréquence cardiaque qui serait augmentée, une tension artérielle qui serait haute ou basse, un peu dépendamment là, de on est où là, en termes de mécanisme de compensation, et une augmentation de fréquence respiratoire, du moins au début, là, lorsqu'on aurait une compensation qui serait, on va dire, réussie, là. Donc, c'est clair, on se ramasse finalement avec une situation d'hypovolémie. Donc, on peut s'attendre à d'autres manifestations cliniques du choc hypovolémique. Là, un patient qui serait pâle avec des extrémités froides, taux de conscience quand même significativement altéré. Et c'est quand même intéressant de mentionner que dans quand même plusieurs situations, il va quand même avoir absence de lésion externe à la cage thoracique. Donc, il ne faut pas nécessairement s'attendre à avoir une blessure visuelle. Par contre, évidemment, à l'intérieur, c'est là que ça se cache, là. Prise en charge au niveau de cette condition-là, bien évidemment, c'est un peu la cinétique du traumatisme là, qui va guider les actions là, du paramédic. Donc, c'est un peu une action, on pourrait dire, globale là, de monitoring des signes vitaux et de prise en charge selon qu'est-ce qui va se passer. Donc, est-ce que c'est un patient qui est encore en état puisqu'il a une lésion uniquement incomplète ou c'est un patient qui a une lésion complète et qui se ramasse là, en arrêt cardio-respiratoire. Donc, c'est un peu ça qui va déterminer un peu la prise en charge de l'individu. Alors, il faut garder en tête que c'est une situation d'hémorragie interne. Donc, en fait, on ne peut pas faire grand-chose, évidemment, pour limiter ce segment-là. Puis, c'est une condition qui est très, très chronodépendante. Là, il faut se dépêcher, finalement, de prendre en charge le patient parce que disons que les soins qu'on peut faire qui peuvent être critiquement vitaux pour le patient, ce sont des soins qui vont se faire au niveau chirurgicaux. Donc, plus rapidement on peut se rendre au bloc opératoire, bien, plus rapidement, meilleur, on pourrait dire, le pronostic va être au niveau du patient. Alors, ce que je mentionnais tout à l'heure concernant l'asymétrie au niveau des poux, là, donc ce qu'on voit ici sur cette image-là, on voit bien là, notre aorte, ici notre aorte ascendante avec la crosse de l'aorte, et on voit nos trois vaisseaux sanguins là, majeurs qui partent là, au niveau de la crosse de l'aorte, donc le tronc brachiocéphalique, l'artère carotide commune gauche et l'artère subclavière gauche. Donc ici, le tronc brachiocéphalique, ultimement, va donner une artère carotide commune droite et une artère subclavière droite. Et c'est justement cette artère subclavière droite qui, ultimement, éventuellement, va donner l'artère radiale droite. Donc, on a quand même du sang qui va circuler comme ça pour aller donner un pouls au niveau de l'artère radiale droite. Et ce qu'on voit ici au niveau de notre artère subclavière gauche, c'est elle qui va nous permettre de donner un pouls à gauche. Alors, on peut facilement comprendre que si on prend un exemple d'une lésion ici, donc si jamais on avait une lésion au niveau de l'aorte à cet endroit-là, on va quand même avoir une vascularisation correcte, on pourrait dire, au niveau du membre supérieur droit, et là, une vascularisation qui va être clairement déficiente au niveau du membre supérieur gauche, ce qui pourrait expliquer justement une asymétrie au niveau des pouls en termes de pouls radial droite versus le pouls radial gauche. Alors, une belle petite image justement ici, là, on voit là, une lésion là, au niveau de l'aorte. Fait qu'on peut voir évidemment là, la crosse de l'aorte comme ça et on peut nettement voir là, une perte de sang là, qui va se faire comme ça. Donc, évidemment, le pronostic est assez sombre dans cette situation-là. Notre dernière condition étant la tamponnade péricardique. Donc, la tamponnade péricardique, en fait, ça fait référence à une accumulation de sang au niveau de l'espace dans lequel, là, finalement, le cœur se trouve à être ancré, on pourrait dire, au niveau de la cage thoracique, donc au niveau de l'espace péricardique. Donc, évidemment, le péricarde est comme formé, on pourrait dire, de deux sacs. Donc, on a un péricarde fibreux et un péricarde séreux. Et ce péricarde séreux-là est à ce moment-là composé de deux membranes. Donc, si on a du sang qui s'accumule finalement au niveau là, de la cavité péricardique, le problème, c'est que le péricarde fibreux n'est pas très élastique. Donc, étant donné qu'il n'est pas très élastique, bien, il va rapidement avoir une augmentation de pression dans le péricarde.
Et à quelque part, le cœur va se trouver à être complètement comprimé à l'intérieur même finalement du péricarde, là. Donc, on peut suspecter ça justement une tamponnade péricardique dans différentes situations, mais surtout en fait dans des situations où on aurait des traumatismes pénétrants au niveau de la cage thoracique, hein. Donc, soit un coup de couteau, quelqu'un qui aurait été frappé avec un outil ou évidemment un impact là, avec un arme à feu, là. Donc, c'est quoi le gros problème associé à la tamponnade péricardique? C'est un problème, hein, de cœur qui est coincé à l'intérieur même de la cavité dans laquelle il se trouve. Donc, on se ramasse avec quelqu'un qui a une lésion au niveau thoracique et cette personne-là fait une blessure carrément au niveau de son péricarde qui fait que ça autorise l'entrée de sang à l'intérieur du péricarde. Donc, le sang pourrait provenir de l'extérieur ou carrément de l'intérieur si c'est le cœur qui a été blessé, là. Mais le point, c'est que le péricarde est comme blessé mécaniquement, qu'il y a une ouverture et qu'il y a du sang qui peut rentrer à l'intérieur, hein, puisque, évidemment, quand on parle de péricarde, on parle de l'espace, hein, de la cavité péricardique, là. Puis, il faut garder en tête que dans cet espace-là, habituellement, ce n'est pas du sang, mais c'est un liquide séreux qui se retrouve à l'intérieur de la cavité péricardique, ce qui permet au cœur de glisser, on pourrait dire, de bouger là, adéquatement dans la cage thoracique, évidemment, lorsqu'il fait ses mouvements de systole et de diastole. Donc, ce qu'on veut dans la cavité péricardique, c'est le liquide séreux normal, c'est pas du sang, puis c'est définitivement pas du sang qui s'accumule. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir dans le contexte d'une lésion? C'est qu'on va avoir du sang qui va rentrer dans le péricarde. Et à ce moment-là, évidemment, il risque d'avoir une aggravation du remplissage. À quel moment? Bien, plus spécifiquement au niveau de la systole. Parce qu'il faut garder en tête que lors de la systole, évidemment, le cœur se contracte. Et lorsque le cœur se contracte, bien, à quelque part, mécaniquement, il devient un peu plus petit. Donc, étant donné qu'il devient un peu plus petit, bien, il y a plus d'espace, évidemment, dans la cavité péricardique. Et lorsqu'il va y avoir plus d'espace dans la cavité péricardique, eh bien là, il y a du sang qui va rentrer de façon plus importante. Et à ce moment-là, bien évidemment, lorsque le cœur va essayer de se relâcher, donc lors de la diastole, le cœur risque d'avoir une incapacité quand même assez significative à se relâcher puisqu'il est comme coincé finalement à l'intérieur d'une cavité qui est en train de se remplir de sang. Et bien à ce moment-là, il va essayer de recontracter, ce qui risque de régénérer un certain espace de plus. Et puis s'il y a un espace de plus, bien, il y a encore plus de sang qui va rentrer. Donc quand il va vouloir se relâcher, il ne sera pas du tout capable de se relâcher. Donc c'est un phénomène qui, à quelque part, peut s'aggraver justement très rapidement avec le temps, au fur et à mesure que le cœur contracte et relâche. Et il faut garder en tête que, ultimement, le relâchement, c'est essentiel, hein, pour avoir une bonne fonction au niveau cardiaque, là. Oui, la systole, c'est important pour éjecter du sang dans le corps, mais à quelque part, si la diastole ne peut pas se faire comme il faut, bien, le cœur ne pourra pas bien se remplir. Et si on pourrait faire un retour au niveau physiologique sur ça, mais un cœur qui ne se remplit pas, c'est un cœur qui ne peut pas se vider. Donc, à quelque part, c'est excessivement important d'être capable de faire la diastole. Et puis, c'est ça qui est affecté justement dans le contexte du cœur qui est coincé à l'intérieur de la cavité péricardique. Alors, qu'est-ce qu'on voit en fait sur cette image-là? Bien, en fait, c'est cette espèce de zone-là qu'on vient délimiter comme ça. On appelle ça l'aire cardiaque. Alors, c'est quand même intéressant de mentionner, là, il y avait une étude qui avait été faite justement sur des patients qui avaient des blessures au niveau du cœur. Puis ce qu'on a constaté dans cette étude-là, c'est que sur un total en fait de 46 patients, hein, qui avaient un traumatisme au niveau de leur cœur, donc 46 patients que lorsqu'on les a examinés, on a constaté qu'il y avait un traumatisme au niveau de leur cœur, bien, il y en a 40 dans ça qui présentaient une plaie dans cette région-là qui se trouve être l'aire cardiaque. Donc autrement dit, il faut retenir que si on a un patient qui présente une plaie dans ce qu'on appelle l'aire cardiaque, c'est un patient qui a quand même de forts risques, qui va avoir un traumatisme pénétrant au niveau du cœur. Évidemment, le cœur, là, deuxième, cinquième côte, là, davantage un petit peu plus au niveau de cette région-là. Mais on peut penser quand même là, que à partir du moment où le trauma est là, évidemment, dépendamment de l'impact, hein, puis de l'angle, surtout qu'on devrait dire au niveau du trauma, le risque est quand même assez grand d'avoir une blessure au niveau du cœur, une blessure au niveau du péricarde et de présenter justement là, cette tamponnade péricardique. Petite note, justement, ce qu'on mentionnait tantôt concernant le péricarde fibreux. Donc, on voit bien ici le cœur là, avec ses différentes enveloppes. Puis, comme je mentionnais tout à l'heure, on a deux péricardes. On a un péricarde séreux, là, qui est celui-là ici avec ses deux cavités comme ça. Et on a le péricarde fibreux qui est ici. Et comme je mentionnais tout à l'heure, le problème, c'est que ce péricarde fibreux-là, il est très peu élastique. Donc, si on a du sang qui s'accumule à l'intérieur de l'espace péricardique, assez rapidement, notre cœur, notre pression en fait va augmenter dans cette cavité-là, puis on va se ramasser, comme on a mentionné, là, avec un cœur qui ne sera pas capable de se relâcher suffisamment, et un cœur qui ne se relâche pas suffisamment, c'est un cœur qui ne se remplit pas suffisamment. Donc, s'il ne se remplit pas suffisamment, bien, évidemment, il ne pourra pas éjecter une quantité adéquate de sang dans le corps, et on va se ramasser avec un certain degré, là, à ce moment-là, d'insuffisance cardiaque.
Si on regarde plus au niveau là, clinique, donc au niveau des manifestations cliniques, donc les manifestations cliniques principales de la tamponade péricardique, serait premièrement une plaie dans l'air cardiaque, hein, comme nous venons là, de mentionner, et souvent là, une combinaison qu'on va appeler pas la tirade, là, la triade de Beck, là, donc qui inclut là, une réduction en fait au niveau des bruits du cœur, une augmentation là, des veines jugulaires qui sont plus apparentes, finalement, un édème là, qui serait apparent là, ou des veines jugulaires qui seraient distendues finalement au niveau du cou, et une hypotension artérielle. Donc pourquoi là ici là, la couleur vert, c'est seulement pour mentionner que les deux qu'on voit ici en vert, ce sont habituellement les deux signes qui sont les plus faciles à observer au niveau là, au niveau du terrain. Donc la plaie justement carrément au niveau du thorax et associée à ça finalement l'hypotension artérielle. C'est assez facile de comprendre que si notre cœur est plus capable de faire sa fonction correctement et qu'on est en insuffisance cardiaque aiguë à ce moment-là, ben, on risque finalement d'avoir de l'hypotension artérielle. C'est un bon indicateur finalement que le cœur ne fait plus le travail comme il devrait le faire. Pour la prise en charge au niveau paramédic, eh bien, il n'y a pas de prise en charge spécifique par rapport à ça. Il faut y aller selon un peu la condition du patient. Donc, c'est davantage une condition qui dit que des gestes d'immobilisation au niveau traumatique ou une prise en charge peut-être plus là, cardiaque, là, dépendamment là, d'évolution clinique du patient. Et au niveau hospitalier, bien, ce qu'on va essayer de faire, c'est assez rapidement de décomprimer le cœur. Donc, on peut y aller là, avec soit carrément ouvrir là, la cavité thoracique là, pour essayer d'aller régler la problématique si c'en est une qui nécessite là, une intervention plus invasive, ou dans certaines situations, aller justement enlever la quantité de sang qui se retrouve dans l'espace péricardique via ce qu'on appelle une péricardiosynthèse percutanée, donc rentrer là, une aiguille qui va nous permettre d'aller récolter le sang, de vider finalement la cavité péricardique. Et si on vide cette cavité péricardique-là, bien évidemment, notre cœur se trouve à avoir une fonction qui est de beaucoup améliorée, et c'est notre patient qui va se trouver à mieux évoluer cliniquement là, à partir de cet endroit-là. Alors, comme d'habitude, mes références. Alors, ceci met fin à ce vidéo court.